Tu peux passer ta vie entière à devenir quelqu'un que tout le monde reconnaît, et découvrir trop tard que personne, pas même toi, n'a jamais rencontré celui que tu étais vraiment. C'est une tragédie sans bruit. Elle ne détruit pas toujours une existence d'un seul coup. Elle ne ressemble pas nécessairement à une chute, à un échec, à une ruine visible. Parfois, elle ressemble à une vie correcte. Une vie organisée. Une vie qui fonctionne. Une vie que les autres pourraient même envier. Tu fais ce qu'il faut. Tu réponds aux attentes. Tu avances dans les couloirs prévus. Tu apprends à parler comme il convient, à vouloir ce qui semble raisonnable, à désirer ce qui peut être expliqué. Et pendant que tout cela se met en place, quelque chose en toi se retire. Lentement. Sans protester. Sans scène. Sans témoin. Le plus grand danger n'est peut-être pas de rater sa vie aux yeux des autres. Cela, au moins, se voit. Cela provoque des questions, des inquiétudes, parfois même des secours maladroits. Le danger le plus profond est de réussir une vie qui ne t'appartient pas. De devenir efficace dans une forme qui t'éloigne de ton propre centre. De recevoir des signes d'approbation alors que, sous la surface, une part de toi comprend que chaque applaudissement confirme un malentendu. On peut s'habituer à cette étrangeté. On peut même l'appeler maturité. On peut dire, c'est ainsi que le monde fonctionne. On peut dire, il faut bien vivre. Mais il arrive un moment où cette phrase ne protège plus rien. Elle sonne vide. Elle ressemble à une défense usée. Et derrière elle, une autre question se lève. Qu'as-tu accepté de devenir pour ne pas avoir à découvrir qui tu étais? Carl Jung a touché cette inquiétude avec une rare précision. Il ne regardait pas l'être humain comme une machine à corriger, ni comme une simple collection de comportements. Il voyait l'existence comme une tension entre ce que nous montrons et ce que nous sommes encore incapables de reconnaître. Pour lui, la tâche essentielle n'était pas de devenir plus adapté, plus conforme, plus performant, mais de devenir entier. Ce mot est plus dangereux qu'il n'en a l'air. Être entier ne signifie pas être parfait. Cela ne signifie pas être pacifié, lumineux, moralement irréprochable. Cela signifie cesser de vivre en morceaux. Cesser de laisser certaines parties de soi dans l'ombre pendant que d'autres parties, plus acceptables, négocient avec le monde. Nous apprenons très tôt cette négociation. Avant même d'avoir des mots clairs pour nous définir, nous recevons déjà des formes. On nous indique ce qui plaît, ce qui inquiète, ce qui mérite une récompense, ce qui doit rester caché. On nous apprend ce qu'il faut admirer, ce qu'il faut devenir, ce qu'il faut éviter de sentir. La famille, l'école, la culture, la religion, la classe sociale, le regard des autres, tout cela commence à composer une image avant que nous sachions si elle nous ressemble. Et l'enfant, pour survivre, comprend vite que certains élans coûtent plus cher que d'autres. Il comprend que la colère peut faire perdre l'amour. Que la tristesse fatigue les adultes. Que le désir dérange. Que la sensibilité expose. Que l'indépendance inquiète. Que la différence isole. Alors il apprend. Il ajuste. Il diminue certaines voix. Il en augmente d'autres. Il devient lisible. On appelle cela grandir. Mais parfois, ce n'est pas grandir. C'est se découper. La persona, dans la pensée jungienne, n'est pas simplement un mensonge. Ce serait trop facile, trop moral. Elle est nécessaire. Aucun être humain ne traverse le monde sans visage social. Il faut bien répondre à un nom, à un rôle, à une fonction. Il faut bien être quelque chose pour les autres. Le problème commence lorsque ce visage devient plus réel que le reste. Lorsque l'on ne sait plus où finit l'adaptation et où commence la disparition. Lorsque le masque ne sert plus à rencontrer le monde, mais à éviter sa propre profondeur. Il y a des gens qui portent leur persona avec une telle habileté qu'ils ne remarquent plus qu'ils étouffent derrière elle. Ils appellent cela caractère. Ils appellent cela identité. Ils disent « je suis comme ça ». Mais parfois, « je suis comme ça » signifie seulement « j'ai survécu ainsi si longtemps que je ne sais plus imaginer une autre forme ». La phrase attribuée à Jung revient ici avec toute sa dureté. Le monde te demandera qui tu es. Et si tu ne le sais pas, le monde te le dira. Ce n'est pas une formule décorative. C'est un avertissement. Là où il n'y a pas de centre intérieur, les attentes extérieures deviennent destin. Là où l'être ne s'est pas rencontré, il devient disponible pour les définitions des autres. Quelqu'un dira que tu es raisonnable, et tu confondras prudence et vérité. Quelqu'un dira que tu es fort, et tu cacheras ta fatigue jusqu'à ne plus la sentir. Quelqu'un dira que tu es fait pour une certaine carrière, un certain rôle, une certaine vie,
et tu prendras peut-être cette projection pour un appel. Il est très facile de se perdre lorsque la perte est applaudie. C'est pourquoi la connaissance de soi n'est pas un luxe psychologique. Elle n'est pas une activité douce, réservée aux moments de calme. Elle devient décisive au carrefour de la vie. Choisir un métier, accepter une opportunité, rester quelque part, partir, aimer, rompre, recommencer, refuser une place, affronter une crise. Toutes ces décisions dépendent du lieu intérieur depuis lequel elles sont prises. Une décision prise depuis la peur peut ressembler à de la sagesse. Une décision prise depuis le besoin de prouver sa valeur peut ressembler à de l'ambition. Une décision prise depuis une blessure ancienne peut ressembler à une vocation. Et sans lucidité, l'être humain peut passer des années à défendre une direction qui n'a jamais été choisie par son centre, mais par son anxiété. Ce n'est pas la même chose de choisir une vie et de se soumettre à une image. Pourtant, de l'extérieur, les deux peuvent se ressembler. Dans les deux cas, on agit. On construit. On se lève le matin. On avance. Mais dans un cas, l'action prolonge quelque chose de profond. Dans l'autre, elle compense une absence. La différence ne se voit pas toujours dans les résultats. Elle se sent dans la qualité du silence intérieur. Il y a des réussites qui agrandissent l'être. Et il y a des réussites qui le contractent. Il y a des chemins difficiles qui donnent plus de présence. Et il y a des chemins prestigieux qui rendent l'individu étranger à lui-même. Le monde mesure les résultats. L'âme mesure l'alignement. Mais pour sentir cela, il faut d'abord accepter une question que la plupart des gens évitent. Qui décide en moi? Est-ce vraiment moi, ou une version de moi dressée pour obtenir l'approbation? Est-ce un désir vivant, ou une peur bien habillée? Est-ce un choix, ou une répétition? Est-ce une direction, ou une fuite qui a appris à parler le langage de la responsabilité? Ces questions ne donnent pas immédiatement des réponses. Elles font mieux. Elles déstabilisent les réponses trop rapides. Elles arrachent la pensée à la surface. Elles empêchent le spectateur intérieur de continuer à dormir. La plupart des gens pensent se connaître parce qu'ils connaissent leurs goûts, leurs habitudes, leurs opinions, leurs blessures les plus racontables. Mais la connaissance de soi, chez Jung, descend beaucoup plus bas. Elle ne se contente pas de demander ce que tu aimes. Elle demande ce qui te gouverne. Elle ne se contente pas de demander ce que tu veux. Elle demande quelle partie de toi veut cela. Elle ne se contente pas de demander ce que tu refuses. Elle demande ce que ce refus protège. Connaître son tempérament n'est qu'un début. Connaître ses ombres, ses contradictions, ses compensations, ses projections, ses humiliations secrètes, ses forces interdites, voilà le vrai terrain. Et ce terrain ne flatte personne. Jung appelait individuation le processus par lequel l'être humain commence à devenir ce qu'il est, non pas au niveau superficiel d'une personnalité plus originale, mais au niveau plus profond d'une totalité intérieure. L'individuation ne consiste pas à se construire une image plus intéressante. Elle consiste à intégrer ce qui a été séparé. Elle demande de faire entrer dans la conscience les parties inconscientes qui influencent déjà notre vie. Ce qui n'est pas reconnu ne disparaît pas. Il agit depuis l'arrière-plan. Il choisit parfois nos réactions, nos amours, nos peurs, nos ambitions, nos sabotages. La vie que nous croyons maîtriser peut être traversée de forces que nous n'avons jamais regardées en face. Voilà pourquoi devenir soi-même n'est pas une opération esthétique. Ce n'est pas une déclaration. Ce n'est pas un slogan. C'est une descente. Une descente vers les couches où l'identité a été fabriquée par nécessité, par peur, par fidélité, par honte, par imitation. Cela suppose de distinguer ce qui est vivant de ce qui est seulement appris. Ce qui est profondément nôtre de ce qui fut exigé. Ce qui vient de l'âme de ce qui vient de la peur d'être rejeté. Et parfois, cette distinction fait mal, parce qu'elle révèle que certaines parties de notre vie ont été bâties moins sur un choix que sur une adaptation prolongée. L'adaptation a toujours un prix. Elle permet l'appartenance, mais elle peut coûter la présence. Elle permet la sécurité, mais elle peut étouffer l'élan. Elle permet d'être reconnue, mais parfois seulement sous une forme étrangère. Et plus la récompense extérieure est forte, plus il devient difficile de reconnaître la trahison intérieure. Celui qui échoue peut encore se demander s'il s'est trompé. Celui qui réussit dans le faux a souvent plus de mal à sortir de la prison, parce que la prison est bien décorée. Elle contient des preuves, des titres, des compliments, des raisons rationnelles de rester. Il faut donc une forme de courage presque indécente pour s'arrêter devant une vie qui fonctionne et demander « Est-ce que cela me ressemble ?» Non pas
Est-ce utile? Non pas. Est-ce respectable? Non pas. Est-ce accepté? Mais, est-ce vrai? Cette question paraît simple. Elle ne l'est pas. Elle menace tout ce qui a été construit pour éviter le vide. Elle oblige à entendre des réponses que l'on a peut-être retardées pendant des années. Elle révèle parfois que ce que l'on appelait stabilité n'était qu'une peur organisée. Que ce que l'on appelait sacrifice n'était qu'une manière noble de ne pas choisir. Que ce que l'on appelait fidélité n'était qu'une dette envers une image ancienne. Jung ne niait pas l'importance de l'histoire personnelle, mais il refusait que l'être humain soit réduit à elle. C'est là qu'il se distingue d'une vision trop étroite du psychisme. Le passé compte, évidemment. L'enfance marque. Les blessures organisent. Les premières expériences de rejet, d'amour, de honte ou d'abandon deviennent des matrices silencieuses. Mais l'être humain n'est pas seulement ce qui lui est arrivé. Il est aussi ce qu'il accepte de faire avec ce matériau. Il est aussi la direction qu'il donne à ce qu'il a traversé. Il est aussi la réponse qu'il commence à formuler, parfois tard, face à ce qui semblait l'avoir défini. Je ne suis pas ce qui m'est arrivé, je suis ce que je choisis de devenir. Cette phrase n'a aucune valeur si elle est transformée en motivation facile. Elle devient même dangereuse si elle sert à nier la profondeur du passé. Mais prise dans son sérieux, elle dit autre chose. L'événement n'a pas le droit de devenir ton identité entière. La blessure a eu lieu, mais elle ne doit pas nécessairement écrire toute la suite. Le passé peut expliquer certaines formes. Il ne doit pas toujours les gouverner. Il peut avoir façonné un réflexe, une peur, une défense, mais la conscience peut commencer à introduire une distance. Et dans cette distance, quelque chose de nouveau devient possible. Cependant, choisir ce que l'on devient ne signifie pas inventer une version idéale de soi pour fuir ce qui existe déjà. Beaucoup tombent dans cette erreur. Ils remplacent une persona par une autre. Ils quittent une image sociale pour adopter une image plus séduisante, plus spirituelle, plus libre, plus profonde. Mais l'ego sait se déguiser même en authenticité. La vraie transformation ne consiste pas à déclarer une nouvelle identité. Elle consiste à réduire l'écart entre ce qui est vécu et ce qui est prétendu. Elle demande une cohérence lente, presque austère. Ce que tu dis vouloir devenir doit commencer à apparaître dans tes actes. Sinon, ce n'est qu'un autre théâtre. Jung savait que l'action révèle plus que le discours. Ce que tu fais parle souvent plus clairement que ce que tu affirmes. Il est facile de se raconter courageux, profond, libre, lucide, différent. Il est plus difficile de regarder les faits. Où vas-tu lorsque tu as peur? Que fais-tu lorsque personne ne regarde? Que acceptes-tu pour ne pas perdre une approbation? Que repousses-tu en prétendant attendre le bon moment? Quelle vérité connais-tu déjà, mais refuses-tu de laisser modifier ta vie? La conscience commence quand l'image de soi cesse d'être protégée contre la preuve du comportement. Cela ne signifie pas se condamner. La condamnation est parfois une autre manière de rester au centre du drame. Elle donne l'impression d'une lucidité radicale, mais elle peut empêcher le travail réel. Se haïr n'est pas se connaître. Se mépriser n'est pas devenir honnête. Il y a une précision plus exigeante que la culpabilité, voir clairement. Voir que certaines promesses ne sont pas tenues. Voir que certaines ambitions sont creuses. Voir que certaines habitudes trahissent la direction annoncée. Voir que certains rêves ne résistent pas à l'épreuve du quotidien. Ce regard n'est pas confortable, mais il peut devenir fécond s'il ne se transforme pas en tribunal intérieur. La vérité n'a pas besoin de te détruire pour te corriger. Elle a seulement besoin que tu cesses de négocier avec le mensonge. Dans ce chemin, les faiblesses elles-mêmes doivent être reconsidérées. Il serait trop simple de croire que l'individuation consiste à éliminer tout ce qui dérange en soi. Jung, plus subtil, comprenait que certains traits considérés comme des défauts peuvent contenir une énergie précieuse lorsqu'ils trouvent leur juste orientation. Une sensibilité qui a longtemps semblé embarrassante peut devenir une capacité de perception rare. Une obstination critiquée peut devenir fidélité à une œuvre. Une inquiétude peut devenir profondeur d'observation. Une solitude peut devenir lieu d'écoute. Une colère peut révéler une frontière violée. Même ce qui paraît sombre peut contenir une force, lorsque la conscience cesse de le laisser agir de façon aveugle. Cela ne signifie pas glorifier tous les traits difficiles. Une faiblesse ne devient pas automatiquement une vertu. Une blessure ne devient pas automatiquement une mission. Il ne suffit pas de renommer son chaos pour l'avoir intégré.
Mais il faut se demander avec plus de finesse, ce que je condamne en moi est-il entièrement mauvais, ou seulement mal compris, mal placé, mal dirigé? Ce qui me fait honte aujourd'hui est-il une faute, ou une puissance restée sans forme? Ce que les autres ont rejeté en moi était-il réellement destructeur, ou simplement incompatible avec leur confort? Cette question est essentielle, car beaucoup d'êtres humains vivent amputés de leurs forces les plus vives parce qu'elles furent d'abord perçues comme dangereuses. Un enfant trop intense apprend à se réduire. Un adolescent trop lucide apprend à se taire. Une personne trop sensible apprend à jouer l'indifférence. Une volonté trop forte apprend à se présenter comme souplesse. Et plus tard, on s'étonne de sentir un vide. Mais ce vide n'est pas toujours absence de potentiel. Il est parfois le résultat d'une puissance enfermée. Ce qui manque à la vie n'est pas forcément quelque chose à ajouter. C'est peut-être quelque chose à libérer. Là encore, il ne s'agit pas d'une libération bruyante. La tradition de Jung n'appelle pas à l'expression impulsive de tout ce qui fut réprimé. Elle appelle à la conscience. Une colère inconsciente détruit. Une colère reconnue peut protéger. Un désir inconscient possède. Un désir reconnu peut orienter. Une peur inconsciente réduit la vie. Une peur reconnue peut devenir information. Une ambition inconsciente peut transformer l'être en machine de compensation. Une ambition reconnue peut devenir service d'une nécessité intérieure. Tout dépend du rapport que la conscience établit avec ses forces. Ce qui est exclu gouverne. Ce qui est intégré participe. L'intégration exige donc de traverser les passions au lieu de les nier. Jung savait que l'être humain ne surmonte pas ce qu'il refuse de rencontrer. On peut recouvrir une passion de morale, de spiritualité, de travail, de politesse, de rationalité. On peut la mépriser, la ridiculiser, la juger inférieure. Mais ce qui est repoussé continue de chercher un passage. Les émotions bannies ne deviennent pas sages parce qu'on les enferme. Elles deviennent indirectes. Elles reviennent sous forme de symptômes, de tensions, de répétitions, de choix absurdes, de dépendance, de froideur soudaine, de colère disproportionnée, de fatigue sans cause visible. C'est une erreur de croire que le calme signifie toujours la maîtrise. Parfois, il signifie seulement que le vivant a été enterré assez profondément pour ne plus déranger la surface. Il existe des gens très calmes qui ne sont pas en paix. Ils sont coupés. Ils ont appris à ne plus sentir ce qui menaçait leur équilibre. Ils se présentent comme raisonnables, mais leur corps porte la facture de ce qu'ils évitent. Ils ne s'effondrent pas, mais ils ne brûlent plus. Ils ne se perdent pas dans l'excès, mais ils ne rencontrent pas non plus leur profondeur. Le refoulement peut imiter la sagesse pendant un certain temps. Mais ce qui n'est pas vécu ne disparaît pas. Il attend. Et ce qui attend trop longtemps peut devenir hostile. Là commence la question des passions. Non pas les passions au sens sentimental ou romantique, mais les forces intérieures qui nous dépassent, qui nous troublent, qui nous indiquent des zones de vérité. Elles peuvent être inconfortables. Elles peuvent être mal orientées. Elles peuvent même nous faire peur. Mais les fuir revient souvent à fuir un fragment de notre propre réalité. Jung ne demandait pas de s'y abandonner aveuglément. Il demandait de les comprendre. Comprendre ne veut pas dire justifier. Cela veut dire écouter ce qu'elle révèle. Une passion peut montrer une privation. Une obsession peut montrer une faille. Une attirance peut montrer une partie non vécue. Une répulsion peut montrer une projection. Rien de tout cela n'est à avaler tel quel. Tout est à lire. Celui qui n'a jamais traversé l'enfer de ses passions ne les dépasse pas. Il les contourne. Et ce qui est contourné reste au bord du chemin, prêt à reprendre la route au moment le moins prévu. L'être humain croit souvent qu'il a vaincu ce qu'il a seulement évité. Puis une rencontre, une crise, une perte, une humiliation, une réussite inattendue ou une solitude trop longue viennent ouvrir la porte. Ce qui était enfoui revient avec une vigueur qui semble étrangère. On dit alors, je ne me reconnais plus. Mais peut-être est-ce justement le problème inverse. Peut-être qu'une part longtemps non reconnue se présente enfin, sous une forme déformée par l'exil. Il faut ici une lucidité sans complaisance. Tout ce qui surgit de l'intérieur n'est pas une vérité à suivre. Mais tout ce qui surgit mérite d'être interrogé. Il y a une différence entre obéir à une impulsion et entendre ce qu'elle signale. La maturité psychique ne consiste pas à réprimer ni à céder. Elle consiste à supporter la tension assez longtemps pour que le sens apparaisse. La plupart des gens veulent se débarrasser de l'inconfort trop vite.
Il cherche une solution, une explication, une distraction, une morale. Mais certaines vérités ne se donnent qu'à ceux qui restent présents dans l'attention. La conscience n'est pas seulement ce qui comprend. Elle est ce qui peut rester. Rester avec ce qui dérange. Rester avec la honte sans la transformer immédiatement en défense. Rester avec l'envie sans la maquiller en jugement. Rester avec la tristesse sans la rendre spectaculaire. Rester avec le désir sans lui abandonner la direction. Rester avec la peur sans lui confier toute la vie. Ce travail paraît simple lorsqu'on le décrit. Il est immense lorsqu'on le vit. Car tout temps nous a souvent été organisé pour éviter précisément cette rencontre. La fuite a ses habitudes. Le masque a ses réflexes. Le monde offre sans cesse des sorties de secours. Mais une vie entière peut être passée dans les sorties de secours. C'est pourquoi Jung n'est jamais confortable lorsqu'on le prend au sérieux. Il ne nous permet pas de nous réduire à notre passé. Il ne nous permet pas non plus de nous réfugier dans une image idéale de l'avenir. Il exige une confrontation avec ce qui est présent, ici, maintenant, dans la texture exacte de notre vie. Il demande, où es-tu divisé? Où mens-tu avec élégance? Où appelles-tu prudence ce qui est peur? Où appelles-tu bonté ce qui est incapacité à poser une limite? Où appelles-tu lucidité ce qui est fatigue d'espérer? Où appelles-tu destin ce qui est seulement répétition? Ces questions ne cherchent pas à motiver. Elles cherchent à exposer. Et l'exposition est parfois plus précieuse que le réconfort. Le réconfort peut endormir. L'exposition, elle, enlève les couvertures. Elle montre la pièce telle qu'elle est. Elle ne propose pas encore une issue. Elle rend seulement impossible de continuer à confondre la pénombre avec la paix. À mesure que l'individu avance sur ce chemin, il rencontre une autre vérité. Il ne suffit pas de savoir ce que l'on pourrait être. Il faut aussi reconnaître ce que l'on fait réellement. Beaucoup vivent dans une identité promise. Ils disent « Je vais changer. Je vais créer. Je vais partir. Je vais parler. Je vais me choisir. Je vais commencer. » Mais l'avenir devient alors un théâtre où l'on protège le présent de toute modification. On se console avec une version future de soi, sans jamais lui donner corps. Or la psyché n'est pas impressionnée par les intentions répétées. Elle regarde les actes. Elle regarde ce qui est choisi quand il y a fatigue, peur, pression, solitude. Elle regarde la vérité incarnée. Tu es ce que tu fais, non ce que tu dis que tu feras. Cette idée est brutale parce qu'elle retire au discours son pouvoir d'auto-hypnose. Bien sûr, l'être humain est plus complexe que ses actions du moment. Il porte des possibilités non réalisées. Il porte des contradictions. Mais si une possibilité n'est jamais servie par un acte, elle reste une fiction intérieure. Elle peut même devenir une forme de mensonge noble, une manière de ne pas affronter la vie actuelle. Se connaître exige donc aussi une honnêteté sur ses capacités, ses limites, son énergie, ses conditions réelles. Non pour se diminuer, mais pour cesser de bâtir sa vie sur des abstractions. Il y a une grande dignité à reconnaître. Ceci n'est pas mon chemin. Ceci dépasse mes forces pour l'instant. Ceci ne correspond pas à ma nature. Ceci m'attire pour de mauvaises raisons. Ceci flatte mon image, mais vide mon être. Une telle reconnaissance peut sembler modeste, presque décevante. En réalité, elle libère une énergie immense. Car beaucoup d'énergie est gaspillée à vouloir maintenir des possibilités qui ne sont pas vraies. À vouloir prouver des talents qui ne sont pas les nôtres. À vouloir habiter des ambitions empruntées. À vouloir correspondre à une grandeur qui n'a aucun lien avec notre axe. La lucidité n'appauvrit pas la vie. Elle la précise. Elle retire les faux chemins, non pour enfermer l'être, mais pour concentrer sa force. Celui qui accepte de voir clairement ce qu'il n'est pas s'approche de ce qu'il peut réellement devenir. Celui qui cesse de courir après toutes les versions possibles de lui-même commence à sentir la nécessité de sa forme propre. Et cette forme n'a pas besoin d'être spectaculaire. Elle a besoin d'être vraie. Mais la vérité demande aussi d'abandonner les anesthésies. Pas seulement les plus visibles. Pas seulement les substances, les excès, les comportements qui détruisent ouvertement. Jung voyait plus large. Toute forme de dépendance à ce qui éloigne du réel devient dangereuse. L'alcool, la drogue, les compulsions évidentes, oui. Mais aussi l'idéalisme, lorsque l'idéal sert à fuir ce qui est. Les rêves, lorsqu'ils deviennent un refuge contre l'action. La spiritualité,
lorsqu'elle évite la responsabilité. La pensée, lorsqu'elle remplace la vie. L'analyse, lorsqu'elle empêche le risque. Même la beauté d'une idée peut devenir narcotique si elle protège l'individu de la rencontre avec le réel. C'est une vérité désagréable. On peut se droguer avec des choses admirables. On peut être dépendant d'une vision de soi, d'une blessure, d'un rôle de victime, d'un rôle de sauveur, d'une image de profondeur, d'une mélancolie qui donne une forme à l'existence, d'une supériorité silencieuse, d'une solitude qui protège du jugement. Tout ce qui permet d'éviter le réel peut devenir narcotique. Tout ce qui remplace la rencontre par une compensation peut devenir une prison. Le problème n'est pas seulement ce que l'on consomme. C'est ce que l'on refuse de sentir sans cela. La fuite donne toujours quelque chose. Sinon, personne ne la choisirait. Elle donne un soulagement, une cohérence provisoire, une impression de contrôle, parfois même une beauté. Mais elle demande ensuite davantage. Elle réduit l'espace intérieur. Elle rend le retour au réel plus difficile. Elle enseigne au système que la vérité est insupportable. Et plus l'on s'éloigne du réel, plus il devient effrayant. La personne finit alors par défendre ce qui l'emprisonne, parce que l'emprisonnement est devenu familier. On peut protéger sa prison par peur de l'air libre. La question devient alors, de quelle réalité t'échappes-tu? Non pas en général. Pas abstraitement. Quelle réalité précise? Quelle conversation? Quel deuil? Quelle décision? Quelle limite? Quel désir? Quelle vérité sur ton travail, ton amour, ton corps, ton passé, ton avenir? Quelle phrase connais-tu déjà mais repousses-tu depuis des années? L'inconscient n'a pas besoin de grands drames pour produire une vie fausse. Il lui suffit d'une vérité évitée assez longtemps. Ce qui est évité se transforme. Il devient symptôme, fatigue, irritation, dépendance, vide, cynisme, agitation, confusion. Puis l'individu croit devoir traiter ces manifestations une par une. Il veut moins d'anxiété, plus d'énergie, moins de peur, plus de discipline. Mais parfois, le symptôme n'est pas l'ennemi. Il est le messager. Il signale que quelque chose dans la vie consciente ne respecte plus la vérité profonde de l'être. Le symptôme dérange parce qu'il interrompt l'adaptation. Il dit, tu peux continuer, mais pas impunément. Il faut beaucoup de courage pour entendre cela sans immédiatement chercher une solution. La modernité veut corriger vite. Jung, lui, oblige à écouter plus profondément. Un malaise n'est pas seulement une panne. Il peut être une parole. Une crise n'est pas seulement un obstacle. Elle peut être un seuil. Une perte de sens n'est pas seulement une dépression de la volonté. Elle peut être le signe que l'ancien système de valeurs ne peut plus contenir la vie qui cherche à naître. Ce renversement ne rend pas la souffrance agréable. Il lui rend une intelligibilité. Mais il manque encore une dimension. L'être humain ne peut pas vivre seulement de cohérence personnelle. Jung l'a vu dans sa clinique comme dans sa pensée. Une existence privée de relations à plus grand que soit se dessèche. Ce plus grand ne doit pas être réduit à une doctrine. Il peut prendre des formes multiples, Dieu, le mystère, la nature, l'infini, la création, la transmission, le service, le lien aux morts, le destin intérieur, la beauté, la vérité, quelque chose qui oblige l'ego à ne pas se prendre pour le centre absolu. L'important n'est pas de coller un nom sur l'infini. L'important est que la vie cesse d'être enfermée dans l'immédiat. La question que Jung jugeait décisive pourrait se formuler ainsi. Es-tu relié à quelque chose qui dépasse ton petit moi? Si la réponse est non, même le succès devient étroit. Même le plaisir devient répétitif. Même les objectifs deviennent mécaniques. L'être humain a besoin d'une verticale. Non pour fuir la terre, mais pour que la terre ne soit pas réduite à l'utilité. Sans profondeur, la vie devient une succession de tâches, de réactions, de besoins, de comparaisons. On peut alors fonctionner longtemps, mais quelque chose se vide. Le monde devient plat. La douleur devient absurde. L'effort devient seulement effort. Une relation à plus grand que soi ne supprime pas la souffrance. Elle lui donne un espace où elle peut être portée autrement. Elle ne répond pas à tout. Elle n'explique pas tout. Elle ne garantit rien. Mais elle empêche l'existence de se réduire à la surface des événements. Elle introduit une gravité, une dignité, parfois une patience. Elle rappelle que l'individu n'est pas seulement une stratégie de survie, ni une biographie blessée, ni une image sociale.
Il est traversé par quelque chose de plus vaste que ce qu'il maîtrise. Et cette reconnaissance peut devenir une forme de sobriété intérieure. Reste alors le silence. Non le silence vide, non le silence imposé, non l'isolement stérile. Le silence comme chambre d'écho. Le silence où les voix extérieures cessent enfin de donner leurs ordres. Jung accordait une valeur immense à la solitude, parce que l'on ne découvre pas son centre au milieu du vacarme. Tant que le monde parle trop fort, il est facile de confondre ses exigences avec nos désirs. Tant que l'on reste entouré de bruit, de vitesse, d'opinion, d'urgence, on peut éviter la question essentielle. Mais seul, vraiment seul, l'être commence parfois à entendre ce qui le soutient ou ce qui s'est effondré depuis longtemps. Il ne s'agit pas de fuir les autres. Il s'agit de cesser de se fuir soi-même à travers eux. La solitude véritable n'est pas l'absence de présence. Elle est la fin de la diversion. Elle révèle ce que le mouvement cachait. C'est pourquoi elle fait peur. Beaucoup disent craindre la solitude, alors qu'ils craignent surtout ce qui apparaît lorsqu'aucune stimulation ne les protège plus. Le silence montre la fatigue exacte. Le manque exact. La vérité exacte. Il ne dramatise rien. Il pose seulement devant toi ce que tu as transporté sans le regarder. Dans ce silence, certaines questions deviennent inévitables. Non les questions décoratives que l'on pose pour se donner l'impression d'une profondeur. Les vraies. Qu'est-ce qui me tient encore debout lorsque plus personne ne me regarde? Quelle vie pourrais-je respecter même si elle recevait moins d'applaudissements? Qu'est-ce que je continue à faire uniquement parce que j'ai peur de découvrir le vide après l'avoir quitté? Qu'est-ce que j'appelle devoir alors que c'est peut-être seulement une loyauté à une ancienne peur? Que ai-je laissé mourir en moi pour rester acceptable? Ces questions ne promettent pas de douceur. Elles ouvrent une porte, et l'air qui vient de cette porte n'est pas toujours chaud. Mais il est réel. Et l'être humain peut supporter beaucoup de choses lorsqu'il sent enfin qu'il ne se ment plus. La vérité a une rudesse qui peut devenir respirable. Elle ne caresse pas. Elle ne flatte pas. Elle ne console pas immédiatement. Mais elle rend l'âme moins divisée. Vivre avec vérité a un prix. Il faut le dire sans romantisme. Tu peux perdre des appartenances qui dépendaient de ton absence. Tu peux perdre des applaudissements qui récompensaient ton masque. Tu peux perdre l'ancienne facilité de plaire. Tu peux perdre des versions de toi-même que tu avais appris à présenter comme définitives. Tu peux décevoir des gens qui n'aimaient peut-être que ta conformité. Mais ce que tu gagnes est plus rare, une existence moins fragmentée, moins théâtrale, moins occupée à se justifier. Une vie qui n'est pas forcément plus simple, mais qui commence à te regarder en face. Peut-être que la grande question n'est donc pas « Es-tu heureux ?» Cette question est parfois trop fragile, trop dépendante de l'humeur, des circonstances, des saisons intérieures. La question plus grave serait « Vis-tu d'une manière que ton âme peut respecter ?» Non pas admirer. Non pas célébrer. Respecter. Ce mot suffit. Il contient une exigence silencieuse. Il ne demande pas la perfection. Il demande la loyauté. Une loyauté non envers les attentes, non envers la peur, non envers l'ancien personnage, mais envers ce qui, en toi, c'est quand tu t'éloignes de toi-même. Et si quelque chose en toi est resté silencieux jusqu'à maintenant, peut-être que ce silence n'était pas absence. Peut-être qu'il attendait seulement que tu cesses de prendre le bruit pour une vie.